Donc, bienvenue dans le deuxième webinaire concernant les parasites. Dans ce webinaire, nous allons voir les parasites et la santé intestinale. Plus exactement, euh, dans ce webinaire, on va explorer les toxines qui sont produites par les parasites et leurs effets sur le corps. Je pense que c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Et nous verrons effectivement que ça a un impact sur la flore intestinale. On va identifier les aliments les plus à risque et les bonnes pratiques pour ne pas être contaminé. Comprendre les différents facteurs de développement des parasites dans notre organisme et pourquoi et comment on peut restaurer notre flore intestinale après un programme antiparasitaire. J'ai noté aussi au préalable une citation du professeur Isabelle Martin, qui est spécialiste en parasitologie. Donc, les parasites sont de véritables voleurs invisibles de santé, s'attaquant aux réserves de notre corps. S'en protéger, c'est préserver sa vitalité et prévenir des affections graves. Raison pour laquelle j'ai fait ces 3 webinaires sur la thématique des parasites, parce que c'est un sujet vraiment important dans le cadre de la santé. Les toxines et leurs impacts sur l'organisme. Donc, les toxines sont produites par les parasites. Les parasites internes produisent un certain nombre plusieurs types de toxines tout au long de leur cycle de vie, notamment les œufs, les résidus métaboliques et même lors de leur mort dans l'organisme, ils produisent des résidus. Ces toxines sont appelées métabolites toxiques puisqu'elles affectent le système immunitaire, le métabolisme et puis différents organes de notre organisme, de notre corps. Donc, on va les voir par différentes thématiques. On a commencé par les toxines neurotoxiques. Les toxines neurotoxiques. Donc, quelques exemples, certains parasites comme Toxoplasma gondii produisent des molécules qui perturbent les niveaux neurotransmetteurs, notamment la dopamine. Et puis, l'impact, ces toxines neurotoxiques peuvent perturber le fonctionnement du système nerveux central, entraînant des effets cognitifs, comportementaux, tels que l'anxiété, la confusion et même des symptômes similaires à ceux de troubles neurologiques et psychiatriques comme la dépression ou la schizophrénie. Ça peut aller jusqu'à la schizophrénie. Les toxines produites par les parasites, donc on a les toxines également immunosuppressives. Alors très intéressant, donc exemple les helminths, vers parasites qu'on a vu hier dans le premier webinaire, comme les ankylostomes, qui sont des vers intestinaux, vont sécréter des protéines capables de moduler en fait la réponse immunitaire de l'hôte pour éviter toute la détection. Ça veut dire que le parasite, il va se protéger du système immunitaire, ce qui fait qu'il va être très difficile à être détecté par le système immunitaire lui-même. Impact, les toxines affaiblissent petit à petit le système immunitaire, donc ça va rendre l'organisme de plus en plus vulnérable. Et puis, forcément, il peut y avoir d'autres infections qui s'installent. Je pense notamment dans cette période des rhumes à répétition. Et donc, le système immunitaire, s'il est affecté, évidemment, on peut faire des rhumes à répétition. Et puis, ça va réduire la capacité à se défendre contre le parasite exactement, quoi. Donc, le mécanisme peut également favoriser une inflammation chronique qui aggrave des maladies auto-immunes et puis peut affaiblir la santé dans sa globalité. Autre type de toxines, endotoxines et lipopolysaccharides, ce qu'on appelle autrement les LPS. Donc, lorsque certains parasites intestinaux, notamment comme certains protozoaires, comme Entamoeba histolytica, lorsqu'ils meurent ou se décomposent, en fait, ils vont libérer des endotoxines. Donc, c'est des composés de la paroi cellulaire qui peuvent se répandre dans la circulation sanguine. Les impacts, ces toxines-là, en fait, vont déclencher une réponse inflammatoire sévère, notamment au niveau du système digestif. Et puis, si ça se propage, puisque je dis que ça peut aller dans la circulation, dans le sang, et donc circuler via le sang, donc dans l'organisme, ça peut affecter le foie, provoquer de la fatigue, des douleurs articulaires, et puis également des troubles digestifs chroniques. Autre type de toxines, donc des toxines métaboliques. Donc, par exemple, le produit du métabolisme de certains vers, comme ceux produits par Ascaris lumbricoides, contiennent en fait des toxines qui s'accumulent dans notre organisme. Ces toxines métaboliques, en fait, peuvent perturber les fonctions hépatiques, rénales, et puis ça va effectivement entraîner une surcharge de toxines dans l'organisme.
Les symptômes vont inclure une fatigue intense, des nausées, des maux de tête, des troubles de concentration. Elles peuvent également s'associer à des problèmes de peau, des allergies, des réactions d'hypersensibilité, donc des démangeaisons à la surface de la peau. Je vous ai dit que généralement, quand il y avait un niveau trop important de toxines, la première partie de l'organisme qui réagit généralement, c'est la peau. Voilà. Les hématoxines, exemple, les parasites sanguins comme le plasmodium, en fait, qui est responsable du paludisme, et puis le schistosoma, libèrent en fait des toxines qui attaquent les globules rouges et les cellules endothéliales. Ce qui va provoquer une destruction des globules rouges, qu'on appelle la lyse donc des globules rouges, et peut entraîner effectivement une anémie sévère, de la fatigue, une faiblesse générale. Euh, L'attaque des vaisseaux sanguins peut également causer des douleurs musculaires, articulaires, des maux de tête ou bien encore des symptômes pseudo-grippaux. On a les toxines résiduelles. Donc, par exemple, la mort de certains parasites, leurs restes peuvent libérer des toxines qui sont néfastes pour l'organisme. Par exemple, les toxines libérées par des larves de Toxocara canis, qui est également un parasite intestinal, bon, canin, mais pouvant infecter l'homme. Bah, leur décomposition sont très irritantes pour les tissus humains. Donc, bah, ces toxines résiduelles vont déclencher des réponses, peuvent déclencher des réponses immunitaires intenses et puis des allergies. L'inflammation peut causer des douleurs chroniques, des réactions de type asthmatique également, donc sur la partie respiratoire, et également des troubles gastro-intestinaux. Maintenant, on va voir. Alors, vous avez vu quand même qu'il y a quand même de nombreux types de toxines, gros types de toxines qui peuvent affecter l'organisme, des toxines qui sont produites par les parasites. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête, que les parasites, non seulement ils s'alimentent des nutriments, mais en plus ils produisent des toxines qui libérées dans l'organisme, comment dire, provoquent certains impacts dans notre organisme et donc un impact sur notre santé. Maintenant, on va voir quelques aliments les plus à risque et les bonnes pratiques pour ne pas être contaminés. Alors évidemment, les aliments les plus à risque, en premier lieu, donc la viande crue ou insuffisamment cuite. Donc la viande peut être contaminée par des parasites bah, effectivement, on peut ingurgiter certains parasites, type steak tartare, carpaccio, viande saignante, pas très bien cuite, charcuterie artisanale, pas forcément contrôlée. Donc la précaution, c'est de cuire les viandes à une température assez suffisante en interne, donc jusqu'à 74 degrés, ce qui évite effectivement la présence de parasites. Congeler la viande pendant au moins 24 heures à moins 18 pour tuer certains parasites. Donc les gens qui font le stock de viande, qui le mettent en congélateur, c'est vrai que c'est une bonne aussi, un bon moyen pour pouvoir se débarrasser des parasites qui pourraient être dans cette alimentation. Poisson cru ou mal préparé. Donc les poissons peuvent contenir des parasites comme Anisakis, donc un ver ou des ténias, des vers plats. Je vous ai parlé hier dans le premier webinaire aussi d'un parasite qui se trouve dans les poissons qui peuvent avoir un impact assez important au niveau notamment du pancréas. Donc là, on va retrouver les sushis, les sashimi, les ceviches, poissons fumés ou marinés. Donc, utiliser les poissons de qualité, consommation crue. Donc, vaut mieux les congeler à -20, au moins pendant 7 jours pour tuer les parasites. Et puis, il faut éviter de consommer des poissons crus ou mal cuits si bah, on voit qu'il y a des normes de garantie qui sont pas respectées. Donc, il faut faire attention dans les restaurants dans lesquels vous allez manger des poissons crus. Et voilà. Autrement, donc, bah, évidemment, il y a les fruits et légumes crus qui peuvent être mal lavés et qui peuvent être contaminés notamment par des œufs, des parasites comme Ascaris, Giardia, Anta, Moeba, Histolytica. Notamment pour les fruits qui sont tombés au sol, les légumes qu'on ramasse au sol aussi. Donc tout ce qui va être salade, fruits à peau fine, légumes, racines, cultivés dans un sol qui peut être cultivé dans un sol contaminé par des parasites. Donc effectivement, si on les mange crus, on a des chances
d'absorber donc les œufs et des parasites. Donc il faut bien les laver, hein, les éplucher si possible. Si vous voulez garder la peau et manger le fruit avec la peau notamment, bah, il faut bien les nettoyer. Et puis, c'est vrai que le fait de mettre un peu de vinaigre blanc dans une salade, ça peut aider aussi à se débarrasser des parasites avant de les ingurgiter. L'eau contaminée, bah, évidemment, oui, l'eau contaminée, c'est vrai. Il y a des eaux qui peuvent contenir des parasites comme Giardia lamblia, Entamoeba, on l'a vu tout à l'heure, Dracunculus. Donc, une eau non potable, une chose qu'on ne pense pas forcément, c'est les glaçons qui sont faits avec de l'eau contaminée. L'eau de puits, eau de source non traitée. Même si on a un puits, l'eau est peut-être pas forcément OK à ce point de vue-là. Donc, il faut plutôt boire, je recommande boire uniquement de l'eau embouteillée ou traitée dans les zones à risque. Éviter les glaçons faits avec de l'eau douteuse, vaut mieux faire avec de l'eau en bouteille. Filtrer ou traiter l'eau des puits avant consommation, ça c'est important. Autre chose également, bah, c'est les produits laitiers non pasteurisés. Donc là, on va être sur des laits crus, des fromages artisanaux fabriqués à partir de lait non pasteurisé. Donc là, on peut retrouver aussi des parasites tels que le Toxoplasma gondii. Donc il faut privilégier les produits pasteurisés ou chauffés, s'assurer de la qualité et de la provenance en fait des produits artisanaux et comment ils ont été conservés. Et protéger coquillages et fruits de mer crus. Donc, tout ce qui va être mollusques, crustacés, peut être contaminé par des parasites comme le Cryptosporidium ou Toxoplasma gondii, qu'on retrouve assez souvent, comme les huîtres, les moules, crevettes crues, sashimi de fruits de mer. Donc, consommer les fruits de mer bien cuits, si on peut, je pense notamment aux moules, aux crevettes, et puis vérifier qu'ils proviennent de zones non polluées. Après, voilà, moi, je vous donne des idées enfin, je vous donne des informations sur les aliments qui sont les plus à risque. Mais après, effectivement, je sais qu'on ne peut pas non plus. Voilà, si on a envie de manger des huîtres, on mange des huîtres. Si on j'ai un fruit plutôt cru, ben, on le mange cru. Et, et c'est pour ça que c'est important on verra ça demain, mais de faire un programme naturel antiparasitaire. Parce qu'on ne peut pas être non plus biffé à 100% toutes les bonnes recommandations. Aliments manipulés avec des mains sales. Donc, oui, effectivement, des aliments qui peuvent être préparés sans hygiène. Je pense notamment dans un restaurant. Il peut y avoir effectivement des viandes laissées comme telles, et puis on ne sait pas comment ça a été conservé. Donc, on va penser au sandwich, pâtisserie, plat préparé, maison dans des lieux peu hygiéniques. Donc, il faut vraiment, vraiment faire attention là où on va dîner, si on dîne à l'extérieur, de la qualité d'hygiène du restaurant. Se laver les mains avant de manipuler les aliments, éviter de consommer des aliments préparés dans les conditions plutôt douteuses. Voilà. Plat préparé ou réchauffé insuffisamment. Oui, également les plats préparés et réchauffés peuvent contenir des parasites. Donc c'est pour ça qu'il faut, comment dire, les réchauffer au moins 74 degrés. Vérifier que toutes les parties des aliments sont chaudes. Bon, après, je ne recommande pas non plus de manger comment dire, des plats préparés tout faits qui sont, selon ça, ont des parasites, mais pas avoir des produits, des conservateurs et autres. Donc, vaut mieux manger les produits frais. Également, bah, ce qui est dans les bonnes pratiques, bah, c'est une hygiène des mains. Voilà, donc il faut se laver les mains régulièrement, utiliser de l'eau, du savon. C'est vrai que c'est des choses qui sont basiques et c'est du béaba, mais je préfère les répéter quand même. Après avoir utilisé les toilettes, après un contact avec des animaux également, hein, parce qu'ils sont vraiment ils sont porteurs également de parasites. D'utiliser un désinfectant en déplacement. Moi, j'utilise notamment du Silver Max, qui est de l'argent colloïdal liquide. C'est très bien, ça permet de ne pas détériorer la peau. Donc, si le lavage des mains n'est pas possible, bah, on peut prendre un gel, comme je dis, moi j'utilise de Cora Club gel Silver Max, qui est un argent colloïdal liquide. Tout ça pour éliminer les agents pathogènes. Alors surtout, pas mettre les doigts dans la bouche. Alors les personnes qui se rongent les ongles, je leur recommande vivement de faire au moins, moi je vous recommande deux, mais au moins faire au moins une fois par an un programme antiparasite.
Cuisson adéquate des aliments, bah, là aussi, donc bon, j'en ai déjà parlé précédemment, je ne vais pas trop revenir sur le sujet maintenant. Boire de l'eau potable, j'en ai parlé. Voilà, hygiène des espaces et des objets, donc tout ce qui va être jouet, linge de lit. Quand on fait un programme antiparasite, moi je le recommande de le faire en famille, de changer les draps en famille en même temps, de tout nettoyer pour s'assurer, également de comment dire, de faire un traitement antiparasite aux animaux domestiques. Ça c'est important pour que toute la famille soit protégée. Facteur de développement des parasites, ben, c'est également un système immunitaire affaibli. Voilà, donc ça, on arrive donc dans les facteurs de développement des parasites de l'organisme. Le système immunitaire affaibli va avoir plus de difficultés à détecter et à éliminer les parasites. Donc, généralement, l'impact du système immunitaire affaibli, c'est dû à du stress chronique, de la fatigue, du manque de sommeil, maladies chroniques comme le diabète, par exemple, des choses comme ça, des traitements immunosuppresseurs. Donc, effectivement, quand tu en as un système immunitaire bas, bah, le- comment dire, les parasites ont tendance à se développer parce qu'ils ont pas le même combat en face d'eux et donc ils vont pouvoir proliférer. Facteur de développement des parasites également, déséquilibre du microbiote intestinal. Bah, effectivement, si on a un microbiote intestinal qui est déréglé, déséquilibré, ben, ça va favoriser le développement des parasites dans l'organisme. Souvent, le microbiote intestinal, le stress aussi a un impact, mais ça va être la consommation excessive de sucre, d'aliments transformés, d'antibiotiques qui peuvent être pris à un moment donné lors de certaines maladies, notamment de saison. Manque d'aliments riches en fibres, prébiotiques notamment, maladies digestives, syndrome de l'intestin irritable, maladie de Crohn. Euh, Mauvaise habitude alimentaire ou hygiène insuffisante. Ben, les parasites peuvent entrer dans l'organisme par l'ingestion d'aliments d'eau contaminés, comme je vous ai dit précédemment, ou par contact avec des surfaces contaminées. Donc, comportement à risque, bah, c'est de manger des aliments crus insuffisants, boire de l'eau non traitée, tout ça, c'est ce que je vous expliquais précédemment, je vous le renote un petit peu ici. Environnement et voyage en zone à risque également. Bah, oui, effectivement, il y a des zones de voyage qui sont plus à risque, notamment dans les pays tropicaux et subtropicaux, à des parasites. Il peut y avoir effectivement des facteurs plus aggravants, bah, le climat chaud et humide qui va favoriser le développement des œufs des parasites, une mauvaise infrastructure sanitaire qu'on peut retrouver dans le pays, et puis bah, tout ce qui va être consommation d'eau ou de nourriture locale qui peut être contaminée. Également, un facteur de développement des parasites, bah, c'est le contact avec des animaux domestiques infectés. Donc, certains parasites peuvent être transmis par des animaux domestiques, voire sauvages. Mais bon, je vais plutôt parler du chat et des chats et des chiens notamment, voire même des lapins. Euh, voilà, il peut y avoir une transmission de parasites, Toxoplasma gondii, transmis par les chats, hein, notamment vers l'excrément. Des vers plats ou ronds transmis par le contact direct avec des animaux infectés et de leur déjection. Je vous ai parlé aussi des crottes de chiens qui peuvent être sur la pelouse et si on marche l'été, même si la crotte a été séchée, elle a séché, elle a été ramassée, il peut y avoir encore des parasites qui peuvent nous infecter via la peau. Euh, donc c'est important hein, de déparasiter également les animaux de compagnie, ce que j'ai dit également précédemment. Nettoyer les litières sans protection, ça peut être facteur aggravant aussi. Donc, il faut prendre des gants pour bien nettoyer en fait les litières et sans s'infecter pour autant, quoi. Conditions d'hygiène insuffisantes. Bah, évidemment, les parasites se propagent facilement dans les environnements qui sont mal entretenus. Donc, je pense aux toilettes, je pense aux transports en commun, euh, je pense effectivement aux poignées de porte, des choses comme ça, on peut retrouver des parasites. Pas forcément à la maison, mais au bureau, dans une administration, dans une salle de sport. Mauvaise qualité de l'eau, bon, ça j'en ai déjà parlé. Effectivement, c'est facteur de développement. Une certaine résistance aux parasites. Il y a certains parasites qui peuvent naturellement résister aux défenses et de l'organisme et au traitement. Et donc,
Il peut y avoir certains traitements qui n'ont pas d'effet sur certains parasites. Facteurs liés au mode de vie. Certains comportements, habitudes favorisent l'exposition, consommation fréquente de plats crus, habitude de jardiner sans gants, partage de linge de lit ou d'ustensiles avec une personne affectée. Là, tout ça, ça peut être des facteurs euh, pouvant développer la présence de parasites dans l'organisme. Euh, Absence de détection précoce. Donc, les parasites peuvent aussi se développer très rapidement si l'affection n'est pas détectée à temps. Donc, ça aussi, c'est un facteur de développement des parasites. C'est-à-dire qu'on a des parasites, et s'ils ne sont pas détectés, bah, et puis qu'on a toujours l'environnement d'une flore intestinale euh, déséquilibrée, d'un système immunitaire affaibli, eh bien, les parasites, ils vont se développer. Et puis, s'il n'est pas détecté, bah, donc il n'y aura pas de traitement. Donc, petit à petit, ils vont se développer dans l'organisme. Alors, ça peut se transformer comme symptômes souvent silencieux et non spécifiques, mais qui peuvent être chroniques. Ça, c'est ce que ce que je vous ai dit, notamment hier dans le premier webinaire. Absence de dépistage ou traitement retardé. Et je vous ai dit aussi également hier que c'est pas parce qu'on a fait une analyse et qu'elle est négative qu'on n'a pas de parasites, hein. Je vous renvoie au webinaire que je vous ai présenté hier, qui est en ligne sur YouTube, sur le canal YouTube Revivre Life. Pourquoi et puis comment on peut restaurer la flore intestinale après un programme antiparasitaire? On a vu effectivement que euh, hier dans le webinaire que les parasites ont un impact notamment sur la flore intestinale. On a vu que aujourd'hui, précédemment, dans les premiers slides, que les parasites produisent un certain nombre de toxines. Donc forcément, ça va avoir un impact sur la paroi intestinale. Donc, les parasites intestinaux, notamment les vers, peuvent provoquer des micro-lésions pardon, sur la paroi intestinale, parce qu'ils vont se fixer au-dessus. Et puis, petit à petit, ils vont nourrir. Ils sont au bon endroit, puisque c'est là où les nutriments sont et qui passent ensuite dans le sang pour alimenter en nutriments l'organisme. Donc là, en fait, ils attendent, ils se mettent sur la paroi de l'intestin. Ces lésions vont fragiliser forcément l'intestin. Et puis, ça va permettre à des substances indésirables de pénétrer dans la circulation sanguine. Et tout ça, ça va provoquer une réaction inflammatoire. Ça va augmenter la perméabilité de l'intestin, ce qui peut entraîner en fait le syndrome de l'intestin perméable. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre conscience de rétablir une barrière intestinale saine, donc probiotiques notamment, et puis d'autres soutiens à la flore intestinale qui peuvent favoriser notamment la réparation de la muqueuse, des muqueuses intestinales, et puis tout ce qui va être renforcement de la barrière des pathogènes et puis des autres agents toxiques. Donc, ouais, effectivement, hein, si la barrière intestinale elle est déséquilibrée, affectée, il y a tout type de microbes, de toxines qui peuvent entrer dans le sang et puis euh, petit à petit affecter plus en masse l'organisme. Il faut donc reconstituer des bactéries bénéfiques, ça c'est vraiment important. Euh, Même certains traitements, même naturels, peuvent éliminer non seulement les parasites, mais aussi certaines bactéries bénéfiques. Je pense, voilà, on peut avoir des traitements. Alors, les antibiotiques, bon, je sais que ça a un effet sur les bactéries bénéfiques. Donc, la présence de parasites peut provoquer souvent des déséquilibre de la flore et ça va favoriser les bactéries pathogènes au détriment des bactéries bénéfiques. Voilà. Donc, on va avoir un environnement qui va être favorable au développement des parasites, favorable à ce que les bactéries pathogènes se développent, et puis défavorable aux bactéries bénéfiques dont on a besoin pour équilibrer notre organisme. Donc, il faut prévenir d'une prolifération des bactéries pathogènes. Donc, la flore intestinale doit être riche en bonnes bactéries qui vont empêcher les mauvaises bactéries en fait, de prendre le dessus. Il faut bien que ça s'équilibre et ça va limiter les risques des nouvelles infections, de troubles digestifs. Ça va permettre également d'améliorer la digestion, l'absorption des nutriments. Donc, un bon équilibre intestinal, c'est vraiment très important pour une digestion efficace. Et ce qui va permettre en fait à l'organisme par la suite de mieux absorber les nutriments. Ce qui est important également, c'est que
dans la restauration de la flore intestinale, c'est également soutenir le système immunitaire. Ah oui, puisque la flore intestinale est extrêmement importante dans la régulation du système immunitaire. Donc, 70% des cellules immunitaires de l'organisme sont dans l'intestin, d'où l'intérêt d'avoir une flore intestinale de qualité et que tout soit équilibré. Donc, c'est pour ça qu'un traitement antiparasitaire, une flore intestinale, après un traitement antiparasitaire, après un traitement pour un rhume avec notamment des antibiotiques, la flore intestinale peut être affaiblie, donc comment dire, rééquilibrer, renforcer la flore intestinale pour ne pas entraîner en fait une diminution des défenses immunitaires. Donc là, il y a vraiment un rôle de renforcer l'immunité intestinale. Donc, d'aller aider l'organisme pour rétablir un bon équilibre de la flore intestinale. Donc dans le soutien de production d'anticorps et puis d'autres cellules immunitaires qui sont essentielles à la défense contre différentes infections. Prévenir également les réinfections parasitaires. Bah oui, un intestin qui est en bonne santé, avec un bon environnement très bien équilibré, ça va rendre le corps plus résistant à l'invasion des nouveaux parasites et autres pathogènes, et puis ça va éviter leur développement. Euh, Pourquoi restaurer votre flore intestinale et avec quoi? Donc là, je vous parlais donc des différents éléments qu'on peut utiliser pour ça, notamment les probiotiques. Donc, opter pour des probiotiques de haute qualité, ça contient en fait des souches variées comment dire, de bactéries bénéfiques. Et ces bactéries bénéfiques vont permettre de rétablir un équilibre intestinal sain en fait. Il y a les prébiotiques également, qui sont présents dans certains aliments, comme les bananes, l'ail, les oignons, qui vont nourrir en fait les bactéries bénéfiques, donc les probiotiques, et qui vont favoriser leur implantation durable dans l'intestin. Il y a les aliments fermentés aussi, qui sont une bonne aide pour une bonne santé des intestins, qui vont, pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils sont riches en probiotiques naturels, comme le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, et donc qui sont vraiment des solutions excellentes pour restaurer la flore intestinale de manière progressive. Les fibres alimentaires, donc qui est généralement une alimentation riche en fibres et qui va aider vraiment à maintenir un transit intestinal sain et qui va notamment nettoyer les parois des intestins. Donc, s'il y a encore des parasites ou des parasites sur les intestins, ou voire même des œufs, ça va permettre de nettoyer en fait de cela les intestins. Et puis également, ça va permettre de nourrir les bactéries bénéfiques qui vont ça va contribuer à leur prolifération. Donc, comme je vous disais, donc la restauration de la flore intestinale, c'est vraiment une étape clé après un traitement antiparasitaire, et même même aussi après un traitement allopathique, après des rhumes, des traitements de virus. Donc, on va être sur de l'antiviral, on va être sur des antibiotiques aussi. Donc, c'est bien de restaurer la flore intestinale, de prendre soin d'elle pour retrouver vraiment un équilibre digestif optimal et puis renforcer surtout la santé globale, 70% du système immunitaire et au niveau du système de la flore intestinale. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'en prendre soin. La flore intestinale saine, c'est vraiment le meilleur le rempart contre de futures infections et ça contribue effectivement à maintenir un système immunitaire fort et une digestion harmonieuse. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième webinaire. Donc, on a vu ensemble les toxines que peuvent libérer et leurs impacts dans notre organisme, les conditions qui font qu'on peut, les conditions pour lesquelles en fait les parasites peuvent se développer, notamment des aliments et puis certaines conditions. Et puis, en dernier point, ce qui est important, c'est de vous dire, voilà, quel est l'impact sur la flore intestinale, qu'est-ce qui se passe, et pourquoi c'est important, la flore intestinale, et comment on peut la restaurer. Demain, donc, dernier webinaire sur les parasites. Donc là, on va parler du programme antiparasitaire naturel efficient de Coral Club.
Donc, on a un pack qui s'appelle Parachil, Parachil Plus, mais je vais revenir un peu plus en détail. Et il y aura aussi d'autres produits autour de Parachil Plus que je recommande. Et je t'expliquerai les raisons pour lesquelles j'ajoute ces produits-là. Et puis évidemment, le programme antiparasitaire, ça permet d'éliminer les parasites et leurs œufs et leurs toxines. Mais ce qui est important également, dans ce programme que je vous présenterai demain, il permet aussi de restaurer la flore intestinale. Donc, on verra des prébiotiques, probiotiques naturels, efficaces, efficients, permettant de restaurer la flore intestinale. Voilà pour aujourd'hui. On se retrouve donc demain, donc samedi 29 novembre à 19h30, avec le même lien. Et donc, on verra plus en détail ce qu'on peut faire d'une manière naturelle et efficace. À demain.